55 sièges pour le MPP, 33 pour l'UPC, 18 pour le CDP. Les résultats provisoires des législatives ont été proclamés ce soir par la Commission électorale nationale indépendante. Pas de majorité absolue pour le parti au pouvoir. On se dirige donc vers le jeu des alliances. Les résultats complets et les réactions dans un instant. Nous recevons le professeur Seni Ouedraogo pour une analyse à chaud. Et puis, dans ce journal, les bonnes notes qui pleuvent pour le Burkina. Au lendemain du scrutin du dimanche 29 novembre, le secrétaire général des Nations Unies, par la voix de son envoyé spécial, félicite le peuple burkinabé, l'Union européenne et le collectif de la société civile également. Et puis, l'avenir de la planète en question à Paris, 195 pays réunis pour la COP21. Il faut un accord pour contenir le réchauffement de la planète sous les 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Dans ce journal Zoom sur la participation du Burkina. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le MPP n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les résultats provisoires des législatives ont été proclamés ce soir même par la Commission électorale nationale indépendante. 3 partis se taillent la part du lion. Le MPP avec 55 sièges, l'UPC avec 33 sièges et le CDP avec 18 sièges. Le point tout à l'heure dans ce journal avec Jacques Lamissa Tarpaga, mais également les réactions après cette proclamation. En attendant la réaction de la rue à Bobo Dioulasso après l'élection de Roch-Marc Christian Kabouré, les Bobolais attendent beaucoup du futur président. Santé, éducation, emploi des jeunes, sur toutes ces questions, les citoyens de la ville de Sia veulent du concret. Quelques avis recueillis dans la rue par Hassan Gourabou et Widia Rukiasanou. Je veux qu'il y ait beaucoup d'améliorations par rapport à la santé et par rapport même à l'économie aussi du pays, parce qu'actuellement on sent que les choses ne bougent pas trop. Il n'a qu'à voir le côté jeunesse, surtout, c'est important. Parce que nous les jeunesses, là, on veut des emplois, on veut des boulots, et on doit surtout tenir compte sur ces côtés-là. Il y a l'enseignement, l'agriculture, comme ce n'est pas un nouveau, il est ancien dans la politique. Alors j'espère qu'il pourra mieux faire. Nous avons d'abord l'éducation, nous avons la santé et nous avons aussi la justice. Pour moi, c'est les 3 priorités. Et maintenant, nous pensons aussi qu'avec l'expérience qu'il a, il pourra peut-être nous amener aussi des investisseurs pour le chômage. Et à la pauvreté, nous sommes en train de souffrir. On souhaite vraiment des grands projets au Burkina. Simplement qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Les conditions de vie des femmes changent aussi. On souhaite qu'il fasse un bon travail pour la population. Des questions essentielles, c'est les questions de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui, le problème de l'université est là. On a des cadres valables. Il faut les exploiter. Tous ceux qui sont dans le parti qui est au pouvoir actuellement sont les Burkinabés. Ceux qui ne sont pas là-dedans non plus sont les Burkinabés. Et les utiliser rationnellement, c'est ça qui fera avancer le pays. Moi, je suis retraité, ça fait déjà près de 20 ans. On a l'impression que le gouvernement s'attelle plus aux travailleurs qu'aux retraités. Je vous le disais tantôt, le mouvement du peuple pour le progrès n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les résultats provisoires des législatives ont été proclamés ce soir même par la Commission électorale nationale indépendante. 3 partis se taillent la part du lion. Le MPP avec 55 sièges, l'UPC avec 33 sièges et le CDP avec 18 sièges. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. Élections législatives au niveau national. Nombre d'inscrits, 5 517 015 électeurs. Nombre de votants, 3 317 193. Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, 157 543. Ça fait une proportion de 4,75% de bulletins nuls. Suffrage exprimé, 3 159 650. Taux de participation, 60,13%. Nombre de circonscriptions électorales, 46, c'est-à-dire les 45 provinces plus la liste nationale. Nombre de sièges à pouvoir, en tout 127 sièges. Ont obtenu donc des sièges les partis suivants. ADF-RDA, Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, 3 sièges.
CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, 18 sièges. Le Faso autrement, 1 siège. Le Mouvement pour la démocratie en Afrique, le MDA, 1 siège. Le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, 55 sièges. La NAFA, Nouvelle Alliance du Faso, 2 sièges. Nouveau Temps pour la démocratie, LTD, 3 sièges. ODT, Organisation pour la démocratie et le travail, 1 siège. Parents, Parti de la Renaissance nationale, 2 sièges. PDS METPA, Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, 1 siège. RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, 1 siège. UBN, Union pour un Burkina Nouveau, 1 siège. UNIRPS, Union pour la Renaissance, Parti sankariste, 5 sièges. UPC, Union pour le progrès et le changement, 33 sièges. Voilà, c'était donc là un extrait de la proclamation des résultats par Maître Barthélémy Kéré, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les élections couplées de dimanche dernier ont donc livré à présent leur verdict complet. Cette proclamation des résultats provisoires des législatives était très attendue. Notre équipe sur place a recueilli quelques réactions. Suivez plutôt. Depuis lundi, comme vous le savez, nous tous, on est allés un peu partout pour essayer de voir ce qui s'est passé. Nous sommes allés dans des bureaux de vote, nous avons parlé aux différents acteurs, les partis politiques, la société civile, les observateurs internationaux, les Burkinabés lambda. Et jusqu'à présent, vraiment, nous tous, nous sommes contents de ce que nous avons vu. Merci beaucoup, Excellence. Je ne suis pas élu, mais je ne suis pas découragé parce que tout ce que nous venons de voir, c'est le travail qui a payé. Nous sommes un jeune parti qui vient de naître et vraiment, bon, c'est de l'expérience que nous venons de vivre. Parce qu'on ne peut pas se présenter un coup seulement et puis gagner. La principale observation que la CENI fait au moment où effectivement nous proclamons les résultats provisoires et en regardant derrière nous, c'est la qualité de la campagne électorale. Ça a été effectivement quelque chose d'essentiel pour nous. Ensuite, c'est le comportement de la classe politique, même à l'annonce des résultats provisoires, en tout cas ce qui concerne déjà la présidentielle. Notre souhait, c'est que, effectivement, comme nous l'avons dit, la conséquence soit définitivement tirée, que notre peuple est un peuple qui a atteint la vitesse de croisière, un peuple qui a atteint sa maturité, un peuple qui sait ce qu'il veut. Quand il veut aller à l'insurrection, il y va. Quand il va aux élections, il y va aussi avec effectivement la même détermination, avec la même fermeté, mais également avec le même sentiment d'aller effectivement pour une compétition loyale, une compétition sans violence et une compétition, bien entendu, nous verrons un peu comment est-ce que ça va fonctionner les recours, mais il n'y a pas de raison qu'effectivement les recours ne se passent pas toujours dans la même ambiance telle que nous l'avons vécu depuis le début. Voilà, et comme je vous l'annonçais en titre, nous recevons le professeur Seni Ouedraogo, juriste constitutionnaliste, pour une première analyse à chaud. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Et merci pour votre disponibilité. Alors, on connaît depuis donc ce soir la configuration du prochain Parlement et le principal enseignement, c'est donc qu'il n'y aura pas de parti avec la majorité absolue. Effectivement, comme vous l'avez fait constater, je crois que depuis la restauration de la démocratie en 1992, c'est véritablement la première fois qu'un parti ne sort pas ultra-majoritaire, c'est-à-dire qu'avec la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc je crois que, comme l'ont dit tout à l'heure les intervenants, il va falloir tirer des enseignements de ce message que le peuple a envoyé aux acteurs politiques, c'est-à-dire qu'on peut le considérer comme brouillé dans la mesure où, pour deux élections qui étaient simultanément organisées, la présidentielle et les législatives, le peuple ait choisi de ne pas donner une majorité confortable au président qui, par ailleurs, a été élu au premier tour, ce qui déjà pouvait être considéré comme satisfaisant. Donc, si on veut décoder, on peut vraiment s'interroger sur la pertinence même du choix des électeurs. C'est de se demander est-ce que, véritablement, les électeurs sont conscients de l'enjeu des élections. Mais il n'en demeure pas
moins que je pense que pour moi, c'est une bonne chose qu'il soit arrivé. Justement, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Parce que dans ce cas, ça veut dire forcément que peut-être il y a des risques de blocage. Oui. Bon, a priori, on pourrait dire qu'il y a des risques de blocage parce que quand on parle de risques de blocage, on fait référence à la difficulté certainement de pouvoir trouver une majorité absolue. Mais je crois que ces résultats mettent en évidence les questions qui doivent être traitées avec vraiment beaucoup de lucidité dans la prochaine Constitution. Parce que le problème qui semble se poser aujourd'hui avec la majorité relative qui est accordée au président de la République découle de la révision de 2012 où le constituant dérivé burkinabé a voulu incliner la nature du régime qui est parlementaire mais avec prépondérance du président vers un parlementarisme avec prépondérance du Premier ministre ou avec une forte responsabilisation du Premier ministre. C'est ainsi qu'en juillet 2012, il a été dit, inscrit dans la Constitution, que le Premier ministre il doit être adoubé par le Parlement suite à la présentation de sa politique générale. Mais le paradoxe aussi tient au fait que dans la Constitution burkinabé, il est dit que c'est le président qui détermine la politique de la nation qui doit être conduite par le Premier ministre. Et le Premier ministre, maintenant qu'on sait qu'il doit être désigné par l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui l'adoube, on peut se poser la question de savoir est-ce que si le président Kaboré n'arrive pas à trouver une majorité cohérente au niveau de l'Assemblée, est-ce qu'il n'y reviendra pas au premier, disons, il ne sera pas contraint d'aller chercher le Premier ministre dans la majorité qui pourrait être constituée avec les autres partis. Alors, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Vers quoi va-t-on donc se diriger pour, en tout cas, le prochain Parlement? Moi, je crois personnellement que ce que je trouve est très intéressant dans les résultats qui nous ont été donnés, c'est que quand vous voyez la configuration politique, aujourd'hui, il y a un débridement, certes, mais je crois que ce qui doit se passer naturellement, c'est que ceux qui ont annoncé qu'ils sont de gauche, naturellement, devaient pouvoir se mettre ensemble et que, éventuellement, s'ils n'arrivaient pas à constituer une majorité, ceux qui se réclament libéraux, c'est-à-dire l'UPC, le FASO autrement, et éventuellement, pourquoi pas le CDP, si tant est qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la majorité de gauche, pourraient constituer une autre majorité. Et je trouve personnellement que ça va être une bonne chose pour notre démocratie, parce que la démocratie unanimitaire, il faut l'éviter, parce que cette démocratie a montré ses limites au Mali. Et donc, il y a deux blocs naturels qui vont se constituer. Et pour nous autres Burkinabés, ça va être une bonne chose, parce que un premier bloc pourra expérimenter la gestion, mettre en œuvre le programme l'offre politique qui a été vendue au peuple. Si au bout de 5 ans, le peuple ne se sent pas satisfait de la mise en œuvre de ce programme-là, il pourrait faire appel à l'autre bloc. C'est pourquoi moi j'ose espérer que des majorités cohérentes vont se trouver en fonction de ce qu'on pourrait appeler, même si ce n'est pas totalement exact, de la fibre politique, c'est-à-dire la question idéologique. Merci professeur pour cette analyse à chaud. Il faut donc dire que le professeur a été appelé véritablement à la dernière minute pour cette analyse. Merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà, donc je recevais le professeur Séni Ouedraogo, juriste et constitutionnaliste, pour une analyse à chaud des résultats des législatives qui ont été proclamés ce soir même. Et pour la surveillance du scrutin de dimanche dernier, l'Union européenne a déployé 124 observateurs. Ils ont visité en tout 571 bureaux de vote dans 44 provinces. Aucune irrégularité majeure à relever. Et la mission a rencontré la presse hier pour faire le point. Sié Dilareyen, Draman Guéné. L'Union européenne entérine les résultats provisoires de la présidentielle de 2015. 124 observateurs de l'Union ont suivi les opérations d'ouverture, de clôture et de dépouillement dans 571 bureaux de vote à travers le pays. Au moment du bilan à chaud, la mission d'observation ne trouve rien à redire. Les résultats de notre observation me permettent de conclure que ces scrutins se sont déroulés dans le calme et la sérénité. Les électeurs ont pu faire librement leur choix. La mission d'observation électorale invite par ailleurs le Conseil constitutionnel à travailler étroitement avec la CENI dans le respect de leurs prérogatives respectives pour préserver l'intégrité des résultats provisoires. Pour Cécile Kingé, la mission n'est pas encore terminée. Les techniciens européens sont toujours mobilisés, et ce jusqu'au résultat définitif. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est fière
d'avoir pu accompagner les Burkinabés et restera à leur côté pour observer la centralisation des résultats des élections législatives et les éventuels recours pour les 2 scrutins. La mission d'observation de l'Union européenne dit avoir constaté des retards de démarrage dans 36,7% des bureaux de vote visités. Mais ces retards, selon elle, ne sont pas de nature à entacher les résultats. Des élections réussies équivalent au Burkina Faso une salve de félicitations. Le secrétaire général des Nations Unies exprime sa satisfaction par la voix de son envoyé spécial, Ibn Chambas, reçu ce matin par le Premier ministre. Yacoubé Isaac Zida a également reçu les félicitations de la mission d'observation de l'Union européenne. Amadou Ilboudo, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Adama Koulibaly. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu transmettre au chef du gouvernement les félicitations de son institution pour la réussite de ces élections. Mohamed Ibn Chambas a également salué les dispositifs sécuritaires mis en place dans le cadre de ces élections. Les Nations Unies est très content de ce que s'est passé ici au Burkina Faso. J'aimerais aussi insister sur le volet sécuritaire où on a vu le gouvernement a bien assuré la bonne sécurisation de le pays, mais aussi surtout de la processus électoral. Et le diplomate onusien d'indiquer que le Burkina vient de marquer des points en matière de démocratie. Bien avant lui, c'est la mission d'observation de l'Union européenne qui est venue remettre au chef du gouvernement son rapport sur l'observation de ces élections. Un rapport qui note des satisfactions quant au déroulement du scrutin, mais aussi des ratés. Nous sommes ici aujourd'hui pour remettre officiellement la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Premier ministre. Ce qui concerne la journée du scrutin, c'est un bilan positif parce que la journée du scrutin s'est passée dans le calme et la sérénité. La mission a aussi traduit les félicitations de l'Union européenne au peuple de Burkina Faso pour sa transition réussie. Et puis hier déjà, le Premier ministre recevait une délégation du collectif des ONG de la société civile africaine. Elle est allée faire au chef du gouvernement le point de sa mission d'observation des élections de dimanche dernier. Le collectif affiche également sa satisfaction. Écoutons le chef de la délégation, il est au micro de Koualé Nébié et Bouma Ernest Nébié. Nous sommes venus rendre hommage au Premier ministre pour la force, la capacité qu'il a eue à se dépasser, à se mettre au-delà des petits intérêts humains pour mobiliser autour de lui une équipe qui a pu travailler et permettre à ce qu'il atteigne un objectif qui était celui d'organiser les élections dans cette République afin de rétablir les institutions de la République dans la régularité. La seconde raison de rencontrer le Premier ministre, c'était la prière également qu'il puisse consentir à continuer, à prêter main à la nouvelle équipe pour pouvoir aider le peuple de Faso à décoller définitivement. Voilà, et puis le professeur Séni Ouedraogo est de retour sur notre plateau. Le professeur Séni Ouedraogo a tenu à apporter d'autres précisions. Professeur, il y a d'autres éventualités donc, dans le fonctionnement donc, de ce Parlement et les possibilités offertes au président. Ok, oui, je crois que c'est un élément assez important à souligner parce que dans le scénario qui pourrait se produire, c'est-à-dire que si le président n'arrive pas à dégager une majorité cohérente à l'Assemblée nationale, ce ne serait pas pour autant la catastrophe. Vous aviez posé la question de savoir s'il faudrait en pleurer. Non, je ne pense pas. Je crois que les résultats pourront nous permettre d'augurer une autre façon de gouverner, c'est-à-dire la possibilité pour le président de la République de recourir aux ordonnances. Ça s'est produit dans d'autres pays. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire avec Gbagbo Laurent. Ça a été le cas avec Yahi Boni, qui est arrivé au pouvoir sans avoir forcément une majorité. Pour les dernières élections présidentielles, législatives, Yahi Boni n'a pas pu dégager une majorité cohérente à l'Assemblée. Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de pouvoir gouverner par voie d'ordonnance. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que même si le président Kaboré n'a pas la majorité des 64 députés, il lui reste quand même la possibilité
de pouvoir gagner déjà la bataille de la loi des finances, et pour le reste, il pourra gouverner par ordonnance. Mais sur la loi des finances, je voudrais évoquer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, dans les grandes démocraties, ce qui se produit pour donner plus d'efficacité et de pertinence à la loi des finances, la présidente de la commission des finances est accordée à l'opposition, et un organe, la Cour des comptes notamment dans le cas français, est chargé même de donner un avis sur la pertinence, l'effectivité des hypothèses qui sont mises dans la loi des finances. Donc, il me semble que si on doit aller vers cette pratique, le président sera amené à négocier pour pouvoir faire passer les dossiers, et ça va être une bonne chose parce que les dossiers qui vont être adoptés seront les dossiers les plus cohérents. Ce que je voulais faire constater, si vous me permettez, c'est le cas américain. Aux États-Unis, excepté les rares cas où les républicains sont arrivés au pouvoir, le peuple américain n'a jamais donné une cohérence, une convergence de majorité parlementaire et présidentielle au président. De sorte que même si le président... C'est le cas actuellement d'ailleurs où Barack Obama est obligé de composer avec les républicains au niveau de la Chambre des représentants. Effectivement. La plus grande des lois de Barack Obama, c'est l'Obamacare, la loi sur la santé. Et cette loi-là, Obama a dû l'obtenir en négociant avec certains députés républicains. Donc, ce qui va se produire, c'est que le député, il va moins se considérer comme un représentant d'un parti politique, mais comme un représentant national, parce que la Constitution dit bien que l'élu, il est un élu national, et en conséquence, il doit être en mesure de défendre l'intérêt national. C'est pourquoi il est dit que l'élu n'a pas un mandat impératif. Donc, il me semble qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de s'alarmer, parce que même si on devait être dans une situation catastrophique, c'est-à-dire que si le président Kaboré se rendait compte qu'avec l'absence de majorité, il ne pouvait pas gouverner, le choix qui s'offrait à lui, c'était notamment de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer le corps électoral, notamment en faisant encore des élections couplées, législatives, municipales, parce que dans quelques temps, on aura encore les élections législatives. Mais pour ma part, je crois que ce scénario, il reste possible dans l'ordre du politique, mais pour la cohérence de la gouvernance, il serait souhaitable que le Burkina Faso expérimente aussi une autre façon de gouverner, c'est de se dire que ceux qui sont au pouvoir doivent avoir la victoire modeste et se dire qu'à tout moment, ils peuvent revenir à l'opposition. En conséquence, ils doivent pouvoir rechercher toujours le consensus sur les grands dossiers. Autrement dit, l'ordonnance leur reste la solution pour pouvoir passer en force, comme on dit. Merci, professeur, pour cette importante précision. Merci encore d'être revenu pour cette précision. Voilà la suite de ce journal. 195 pays réunis à Paris pour trouver un accord sur le climat. La COP21 est entrée dans sa phase de négociation dans la capitale française. Participation remarquée du Burkina Faso. Le président Michel Kafando est rentré ce soir même de Paris, où il est allé exposer les solutions du Burkina en vue de faire face au dérèglement du climat. Zoom donc sur la participation du Burkina, mais dans un instant, le reportage n'est pas tout à fait prêt. Nous allons y revenir. Et puis à Paris, les petits États insulaires lancent un cri de cœur. Pour eux, c'est déjà une question de vie ou de mort face à la montée des eaux. Dans la capitale française, ils se font entendre. Faute d'accord, leurs États pourraient tout simplement disparaître. Ils ont payé de leur personne pour le climat. Près d'1 millier d'activistes ont participé à la course Run for Your Life qui a rallié l'Arctique à la COP21 à Paris. Un relais de 4000 km aux allures de marathon pour sauver la planète, avec des militants souvent venus des coins les plus exposés au changement climatique, comme cette habitante des îles Marshall qui est aussi la fille du chef de l'État. Ce n'est pas qu'un problème environnemental, c'est un problème humain, cela touche tout le monde. Mais nous sommes plus intransigeants, plus investis parce que nous sommes en première ligne. On le sent chaque jour, c'est pour cela que nous sommes ici. Faute d'un accord ambitieux, cet archipel du Pacifique pourrait bientôt disparaître, tout comme les îles Cook. Je fais partie de ces groupes de sensibilisation parce que nous sommes très inquiets pour notre population. Donc nous allons à la rencontre des gens, nous leur disons qu'il faut dès maintenant s'adapter au changement climatique et déménager à l'intérieur des terres et quitter les zones côtières. Une quarantaine de micro-États sont concernés. Les îles Marshall se sont fixés des objectifs ambitieux et veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 32% au cours des 10 prochaines années. Les changements climatiques qui menacent les systèmes de production partout au Burkina et plus encore au Sahel
Rien à faire, il faut s'adapter pour survivre. C'est tout l'enjeu du projet Résilience communautaire durable au Sahel. Après 6 mois de mise en œuvre, l'ONG ATAD et ses partenaires se sont retrouvés à Kaya pour tirer les premiers enseignements. Moumouni Soubega. 360 ménages de 5 communes du Burkina ont bénéficié des actions du projet REDUS, la résilience communautaire durable au Sahel en tenant compte du climat. Le projet a été mis en œuvre par l'ONG ATAD et ses partenaires, à savoir Tintoa et Diaconia. Le rôle de Diaconia, c'est de pouvoir apporter l'appui technique à travers donc la coordination, la supervision des différentes activités. Pour cela, nous avons mis en place du comité d'alerte précoce au niveau de chaque village d'intervention. Nous les avons formés sur les changements climatiques. Il y a eu aussi des actions de plaidoyer, abouti même à la signature d'un pacte sur la réduction des risques de catastrophe avec les 14 candidats à la présidentielle. C'est un projet pilote qui a duré 6 mois. Selon les bénéficiaires, il aura un impact social et économique certain sur leur vie de tous les jours. Nous avons eu du matériel encore qui est comme des charrettes, des charrues et puis des rayonnaires qui vont nous permettre d'améliorer beaucoup d'activités. Kongoussi, Ruko, Boussouma, Pisila et Kantiari sont les communes bénéficiaires. À Kaya, il est question pour toutes les parties prenantes du projet d'évaluer les retombées de cette phase. Et au regard des résultats engrangés, l'ONG ATAD envisage d'entamer une autre phase au profit d'autres acteurs communautaires. Attention à la corruption, c'est une piqûre de rappel du réseau national de lutte anticorruption. En cette période d'effervescence électorale, le RENLAC organise depuis hier les 10e journées de refus de la corruption, l'occasion d'un plaidoyer pour l'application de la nouvelle loi dans toute sa rigueur. Explication Kwale Nebié et Mounira Kéré. Cette conférence de presse marque le lancement de la 10e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Par ces journées, le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, entend conscientiser la population et interpeller les pouvoirs publics. Il y a lieu pour le RENLAC de vous faire part de ses multiples regrets de la transition. L'espoir du peuple de voir traiter les nombreux dossiers de crimes économiques et de sang est resté vain. Après les interpellations, place au bilan. Le RENLAC exprime sa satisfaction quant à l'adoption de la loi anticorruption par le Conseil national de la transition. C'est pourquoi il place cette 10e édition sous le thème « Engageons-nous pour l'application effective de la loi anticorruption ». Ce thème se veut une interpellation des citoyens sur la nécessité de poursuivre le combat contre la corruption et l'impunité des crimes économiques dans le nouvel environnement juridique marqué par l'adoption de la loi anticorruption. Des conférences publiques, des émissions radio et télé, des vidéos débats et bien d'autres activités sont au programme de la 10e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Mais le plus important, selon le RENLAC, reste le panel qui se tiendra le 9 décembre prochain, date dédiée à la Journée internationale de lutte contre la corruption. Et puis dans ce journal, un témoignage, celui d'une jeune femme de 30 ans. Elle s'appelle Dafaïr, victime de l'excision. Elle vivait jusque-là avec de lourdes séquelles, mais grâce à une chirurgie de réparation, elle a repris goût à la vie. Elle a accepté de témoigner face caméra. Suivez plutôt ce reportage de Céline Ilboudo. Quand j'ai eu mon premier rapport, j'ai stoppé. J'ai refusé, j'ai dit non, ça faisait très mal. Et quand j'ai eu un jeune, lui dit non, que lui sait comment il va manager ça, que je ne vais plus avoir. Quand il dit non, il dit moi j'ai l'impression que c'est les hommes que je rencontre là qui sont brutaux. Donc ça faisait que je changeais les hommes. Donc j'ai essayé de voir et j'ai vu qu'à peu près tous les hommes là, c'est à peu près la même chose. Et un jour j'ai compris que non, en réalité le vrai problème c'était moi-même. Oui, le problème était elle-même. Et Faïr en est consciente aujourd'hui. Blessée par la lame, chaque relation sexuelle était pour elle un supplice. Elle n'éprouvait que douleur. Comme elle, 76% de femmes de 15 à 49 ans au Burkina Faso ont subi l'excision. La forme la plus répandue, selon le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision, est l'ablation du clitoris, souvent associée à celle des petites lèvres.
Il y a des disputes dans les foyers. Il arrive que l'homme batte sa femme pendant la nuit parce qu'elle refuse les relations sexuelles. Puisque ça lui fait mal, c'est normal qu'elle soit réticente. Si on leur demande après la raison de leur dispute, ni l'homme ni la femme ne peut en parler. Voici à quoi conduit l'excision. Fahir, elle a eu la chance d'avoir été opérée. Grâce à la chirurgie réparatrice des séquelles de l'excision, elle se sent aujourd'hui plus femme et elle a eu un accouchement sans complications. Maintenant, là, c'est carrément la différence. Quand j'ai dit que je devais accoucher à l'hôpital, donc ils ont appelé le docteur qui m'avait réparé. Le matin même, j'ai vu que lui-même, il est venu voir. Il dit non, que je vais accoucher normal. Et j'ai accouché normal, je n'ai pas eu de problème. Et au niveau de ma sexualité, je n'ai aucun problème. Dans tous les centres médicaux avec antenne chirurgicale du Burkina, il y a 2 agents au moins pour réparer les séquelles. Et dans toutes les cliniques privées, vous avez des médecins qui peuvent réparer les séquelles. Moi, j'attends ça de tout cœur pour être réparé parce que je ne vais pas mourir avec les séquelles de l'excision que je ne voulais pas depuis mon enfance. Pendant que les femmes excisées souffrent de différentes séquelles et cherchent à en guérir par la chirurgie, des dizaines de petites filles continuent d'être mutilées clandestinement chaque année au Burkina Faso au nom de pratiques culturelles. Voilà pour ce témoignage poignant. 13e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Le clap de fin a été donné hier dans l'après-midi. Les participants à ce marché du livre se quittent sur une note de satisfaction générale. Nongba Kouda, Aimé Solange, Gigma. La 13e édition de la Philo s'est achevée sur une note de satisfaction, comme le témoignent organisateurs et exposants. On s'est échangé entre éditeurs, tant étrangers que nationaux. Et je pense que c'est très fructueux. On a vendu, on a eu des contacts, nos anciens partenaires sont venus, on a pris des livres. Vraiment, c'est bien. C'est une édition qui a connu un véritable succès, dans la mesure où vous avez tous constaté l'affluence du public malgré le contexte national, et ce qui donc fait noter que le livre, effectivement, c'est quelque chose qui est en train certainement de reprendre de l'ampleur. Le prix littéraire de la Philo, composé d'un trophée et d'une enveloppe de 1 million de francs CFA, a été remporté par Élise Koulibaly Ouattara, représentée ici par son éditeur pour son œuvre Sali. Des prix spéciaux ont également été décernés. Le parrain de cette édition a été fait commandeur de l'ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe littérature écrite et orale. Chaque fois qu'on songe à vous, sachez que vous devez songer à ceux qui ne l'ont pas, parce que quelque part c'est grâce à eux que vous avez cette décoration, et souhaitez que cette décoration aussi puisse mettre en valeur le travail de tous ceux qui sont dans le secteur de la culture. Entre autres recommandations formulées à l'issue des échanges, la modification du statut de la Philo pour son autonomisation et la création d'une école technique de production littéraire. Le gouvernement dit prendre acte et travaillera à les satisfaire. Un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens. Pour finir, les journaux reviennent sur les résultats provisoires de la présidentielle et analysent le verdict des urnes. Aimé Solange, Gigma. Les quotidiens de ce jour décortiquent les résultats de la présidentielle du 29 novembre et la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré. Ouagadougou, phare de la démocratie sur le continent, titre le pays. Pour ce canard, c'est la première fois sur le continent que le verdict d'une élection de cette envergure tombe dès le lendemain. Il estime que si le Burkina a pu réaliser cette prouesse, d'autres pays africains peuvent aussi le faire. Avec cette prouesse, réplique Sidouaya, finit les moments sombres et les inquiétudes à l'appel, place à présent à un nouveau départ. Un nouveau départ rendu possible grâce au bon comportement des acteurs politiques dévoilé dans ces colonnes de l'Observateur Palga intitulées « Petites leçons, grands enseignements ». Cette présidentielle a été une occasion de découvrir de jeunes talents politiques à l'avenir promoteur, poursuit le journal, notamment Tahirou Bari du Parent, Adama Kanazoué de l'AGI et Victorien Tougma, candidat indépendant. C'est donc le Burkina tout entier qui gagne, précise le quotidien. Pendant ce temps, aujourd'hui, Ofasso revient sur la victoire de Roch. D'après lui, c'est Dieu qui aurait posé le bonnet de chef sur sa tête. Enfin sonne donc le carillon de la revanche pour cet homme, écrit-il. Notre temps n'est pas de cet avis, car, dit-il,
La personnalité de Roch ne fait pas penser que l'homme est animé d'un esprit revanchard, de chasseur de sorcières ou de dictateur. Qu'à cela ne tienne, précise ce canard, Roch a du pain sur la planche. Celui-ci dit être conscient de la responsabilité qu'il attend dans les colonnes des dernières nouvelles du Faso. C'est donc finalement un rendez-vous manqué dans ce journal avec le reportage sur la participation du Burkina Faso à la COP 21 à Paris. Toutes nos excuses, nous allons vous le proposer dans nos prochaines éditions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.